Bienvenue dans Parle-moi donc, le podcast de la Fondation Santé. Je suis Amélie Paré, votre hôte et animatrice de cet épisode portant sur le don planifié. Je vous présente nos invités, Jocelyne Gontier et François Beaudoin. Alors, à tour de rôle, je vous demanderai de vous présenter, en commençant par vous, Jocelyne. Alors, comme elle a mentionné, Jocelyne Gontier. Alors, je suis coach et mentor en philanthropie, mais plus particulièrement en ce qui concerne les dons majeurs et les dons planifiés. Alors, je suis diplômée en finance de HEC Montréal et j'ai plus de 25 ans d'expérience en philanthropie. Et dès mon arrivée en philanthropie, je me suis spécialisée dans les dons majeurs et dans les dons planifiés. Je suis aussi formatrice à l'Université de Montréal en formation continue. Alors, j'ai développé et j'enseigne cours qui portent, bien entendu, sur les dons majeurs et les dons planifiés. Je fais aussi, en plus du coaching, je fais aussi souvent des conférences et on peut dire que je connais bien à peu près tous les aspects des différents milieux philanthropiques, que ce soit en santé, en éducation, en culture ou encore dans le milieu communautaire. Monsieur Beaudoin, pour vous? Bonjour, François Beaudoin, conseiller en gestion de patrimoine à la Caisse des Jardins du Haut-Richelieu. C'est un petit peu plus simple que Mme Gontier dans mon cas. En fait, 27 ans d'expérience dans les services financiers, dont 17 en tant que conseiller. Donc, fait beaucoup de planification financière, tout ça. Et intéressant de pouvoir intégrer dans la pratique les dons planifiés. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour en parler. On entend justement de plus en plus parler du don planifié, mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi exactement? Ben moi, je peux vous dire, quand j'ai commencé il y a 25 ans, effectivement, on n'entendait pas beaucoup parler. Les gens connaissaient pratiquement pas ce que c'était. Et je vous dirais qu'en plus de ça, bien, les gens étaient peut-être un peu plus fermés, un peu plus... Mais de plus en plus, effectivement, on en parle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un don planifié? Mais il y a la fameuse, je dirais, définition officielle. On dit que c'est un don qui fait l'objet d'une planification financière, fiscale ou successorale. Les dons planifiés, ce n'est pas uniquement des dons différés, comme souvent on pense, mais aussi il y a des dons planifiés immédiats et ça prend différentes formes. Et chacun des différents types de dons planifiés ont des avantages fiscaux qui sont personnels. C'est pourquoi, en quelque sorte, si on veut être très simple, les dons planifiés, ce sont des outils qui permettent aux donateurs de faire un don, souvent beaucoup plus important que ce qu'ils auraient pensé faire, en utilisant les différents types de dons planifiés et en tenant compte de leur situation personnelle et financière. Monsieur Beaudoin, de votre côté, est-ce que vous avez des clients qui vous approchent justement pour maintenant des dons planifiés? Bien, très peu, en fait. Hein? C'est peu connu. Fait que j'ai très peu de gens qui viennent me voir en me disant « OK, je voudrais faire un don planifié, tout ça. » Fait qu'évidemment, mon rôle va être plus de réveiller les gens à cette option-là, tout ça. D'ailleurs, j'écoute attentivement ce que Mme Gontier a à dire ici parce que, bon, c'est de l'intégrer principalement dans les planifications successorales, dans les planifications financières globales aussi des membres et des clients là, de chez Desjardins. Mais c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler, pas assez parler, je dirais. Et pour nous, les conseillers, c'est important. Puis c'est important maintenant, je crois, de plus en plus de l'intégrer dans nos pratiques. Quels sont les différents types de dons? J'aurais peut-être un petit point à ajouter, c'est que le don planifié, contrairement aux dons annuels que tout le monde connaît, là, le don planifié est fait appel, en quelque sorte, au patrimoine des gens. Hein? Habituellement, les gens vont faire un don planifié à partir de leur patrimoine, contrairement aux dons annuels là, que les gens ont l'habitude de connaître. Spontanés. Exactement, qui, eux, viennent des liquidités. Donc, on parle vraiment d'un autre niveau. Puis c'est pourquoi on parle de planification. Avec vos clients, quand vous faites de la planification, ça concerne le patrimoine. Et c'est là, je pense que vous avez raison, il faut en parler. Tout à fait. Et je me vois un peu comme un éveilleur, si je peux utiliser ce terme-là. Donc, d'éveiller les gens à ça, puis de les amener dans cette direction-là. Puis c'est là que ça devient difficile aussi dans une rencontre client, quand on rencontre un client directement, un membre, c'est que
des fois, ils vont nous donner des clés sur quelles sont les valeurs, quels sont leurs intérêts, tout ça. Et c'est de prendre le temps d'entrer dans ce volet-là quand ces clés-là s'ouvrent là, de notre côté, là, les conseillers financiers. Parce qu'il y a plusieurs choix, il y a plusieurs types de dons planifiés. Oui, il y a plusieurs types de dons planifiés. Bon, moi, je dirais que les trois ou quatre les plus populaires, là, bon, c'est le don, celui que tout le monde connaît quand on dit don planifié. Les gens pensent à ce moment-là au legs, au don par testament. Mais il y a aussi le don par assurance vie, il y a le don de titres cotés en bourse, et les dons d'assurance vie de titres cotés en bourse font partie de la grande famille des dons en nature. Donc, il y a aussi d'autres dons en nature qui peuvent être faits. Mais là, quand on parle de dons en nature, on ne parle pas là, des gens qui donnent des boîtes de conserve. Puis ça, il faut continuer à le faire, surtout dans la période que l'on vit. Mais là, on parle plutôt de gens qui vont donner leur maison, leur chalet, donc des valeurs peut-être un peu plus importantes. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui... Effectivement, c'est important pour vous de nous éveiller à ça, les conseillers, parce qu'en ayant ça derrière notre tête, si on veut, quand on rencontre les clients, c'est que ça va nous permettre de le savoir finalement, puis d'avoir une approche, puis de l'amener au client. Parce que souvent, dans une rencontre client, on l'a dit tantôt, les gens ne vont pas nécessairement nous parler de ça là, systématiquement ou nous arriver en nous parlant de ça. Mais en ayant une connaissance de tout ça, en sachant qu'effectivement, un don planifié peut s'insérer dans un patrimoine familial global des individus, bien, ça va nous permettre, nous autres aussi, d'amener ces conversations-là, puis d'ouvrir là, sur ces options-là. Et il y a beaucoup de mythes entourant le don planifié. On pense souvent que c'est seulement les gens très fortunés qui peuvent en faire. Ça, c'est un des mythes. Puis je vous dirais que c'est peut-être, comme tous les mythes, hein, c'est difficile à faire comprendre que ce n'est pas la réalité. Et oui, encore de nos jours, on pense qu'il faut être riche. Et pourtant, les dons planifiés, ça s'adresse à tout le monde. En tout cas, tous ceux qui veulent, bien entendu, en faire. Parce qu'il y a une chose, là, qui est certaine, c'est qu'on va tous un jour mourir, malheureusement. Si on meurt, ben, c'est qu'il faut le préparer par, justement, de la planification successorale et, bien entendu, d'avoir un testament. Alors, qu'importe la valeur du patrimoine, imaginez si tous les gens, tous les Québécois décidaient, dans leur testament, de prévoir 1%, de prévoir 2% de leur patrimoine à donner aux organismes de charité. La situation là, serait complètement différente. Je pense que ce soit en communautaire, en santé, en éducation, on aurait, je pense, une communauté, une société beaucoup plus forte. Et 1%, là, quand on tient compte qu'il y aura un reçu pour don, bien, ça veut dire, en quelque sorte, que les autres héritiers vont avoir 0,5%. 0,5% de moins. Donc, ça vient aussi détruire un autre mythe que si je fais un don planifié, parce que ça aussi, ben, je vais nuire à mes enfants, à mes petits-enfants. Absolument pas. Parce que, comme je vous dis, de toute façon, la plupart des gens au décès ont de l'impôt à payer. Donc, ça vient réduire l'impôt à payer. Donc, ça fait que à ce moment-là, comme je vous disais, pour 1%, si on veut, on retire 0,5% là, pour les autres héritiers. Puis en plus de ça, moi, j'ai toujours pensé qu'il y a deux types de valeurs. Il y a les valeurs monétaires, hein? Puis ça, je pense que monsieur pourra nous en parler, mais il y a aussi des valeurs personnelles. Puis souvent, quand on indique dans un testament qu'on veut donner à telle cause, c'est qu'on vient d'exprimer nos valeurs, on vient de dire à nos enfants, ça là, c'est important pour moi, puis continuer à y penser. Donc, ça permet de léguer des valeurs personnelles aussi. Oui, c'est un beau message à laisser à ses héritiers aussi. Tout à fait. Et c'est vrai, je m'en confesse, souvent on pense que c'est les personnes très fortunées seulement qui vont avoir accès aux dons planifiés, qui vont vouloir le faire, tout ça.
Et effectivement, on a du travail à faire de notre côté, du côté des conseillers financiers aussi, d'amener les gens, même qui n'ont peut-être pas un patrimoine aussi important, à penser à ces éléments-là. Puis souvent, ça va amener des conversations bien intéressantes aussi dans un bureau de conseiller là, qui va nous amener ailleurs aussi, non seulement dans la planification globale. Et d'ailleurs, ça va nous permettre d'entrer davantage dans le volet, dans le testament, d'avoir les informations plus précises sur le testament, tout ça. Puis peut-être même réajuster d'autres choses qui seraient ajustées dans le testament aussi avec le client. Donc, oui, très important là, de l'intégrer dans notre pratique, puis de ne pas le voir juste pour les personnes qui ont vraiment beaucoup de sous. Et pour le voir pour un peu tout le monde, parce qu'il y a des gens, puis je vous le dis, il y a des gens à qui j'ai jasé récemment. Ils n'ont pas tant de sous que ça, mais pour eux, c'était important de parler de ces éléments-là. Et bon, entre autres, il y en a un, c'était pas pour un don planifié, mais même s'ils n'avaient pas beaucoup de sous, c'était important pour eux de léguer des sous à leurs enfants. Donc, on est passé dans ce cas-là par la police d'assurance vie, tout ça. Il y a d'autres façons de le faire aussi. Mais oui, ça amène des conversations qu'on n'a pas en temps normal et ça approfondit tellement notre relation avec les membres clients aussi. C'est vraiment impressionnant et surprenant de voir ça. Quels sont les avantages, soit pour les entreprises ou les individus? Bon, alors, je vous dirais que habituellement, quand on parle de legs, de décès, là, oui, il y a des entreprises qui meurent, on en voit tous les jours, mais c'est pas le même genre de legs ou de décès là, que la personne physique. Donc, je vous le disais, chaque type de don a des avantages particuliers. Donc, si vous voulez bien, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est nommer les avantages pour les donateurs de ce type et puis peut-être voir, vous pourrez ajouter, si vous voulez, là, un peu ce qu'il en est. Je vous laisse aller, puis je m'insère si j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit. J'espère. Bon, alors, le legs. Bon, on sait qu'est-ce que c'est que le legs. C'est que je prévois donner soit un montant particulier ou un bien particulier, ça, ce qu'on appelle un legs particulier, ou encore faire un legs résiduel, comme j'expliquais tout à l'heure, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 % et même plus dans certains cas. Alors, ça permet l'obtention du reçu au décès qui, comme je l'expliquais, permet de réduire en quelque sorte. Donc, ça veut dire que l'impôt que j'aurais à payer, je vais peut-être en avoir beaucoup moins à payer. C'est facile à réaliser aussi. Et puis, il n'y a aucun frais à payer du vivant, aucun autre déboursé que celui du notaire, que de toute façon, on devrait débourser pour avoir une situation là, bien correcte et faciliter la vie du liquidateur et de nos héritiers. Donc, ça permet aussi, si je dis je veux donner tel montant ou telle chose, de continuer à en jouir de mon vivant. Alors, et puis on peut prévoir aussi ce qu'on appelle pour des couples, des testaments miroirs. C'est-à-dire que le don se fera au décès du dernier membre du couple. Donc, si monsieur décède avant, tout est donné à madame. Et madame, parce que c'est prévu ils ont les mêmes clauses, c'est pourquoi on appelle ça un testament miroir, eh bien, ça permet à ce moment-là d'avoir aussi plus d'avantages fiscaux, parce qu'il y a des roulements des fois entre conjoints. Pas des fois, mais la plupart du temps. Si je peux me permettre, Mme Gontier, oui, c'est intéressant de connaître toutes ces façons-là de le faire, puis pour nous, c'est important de le savoir aussi. Et quand on aura effectivement entamé ce sujet-là et même un engagement du membre, bien là, effectivement, qu'après ça, il y aura différents intervenants là, à réunir ensemble pour trouver la meilleure façon de l'insérer dans la planification ou dans le patrimoine global là, du membre client. Exact, tout à fait. Puis l'autre chose aussi que l'on constate, puis le legs va devenir d'après moi, quelque chose de plus en plus important, c'est que chez les baby-boomers, on n'a plus une famille de nombreux enfants comme on avait dans le passé. Hein. On dit que la moyenne est à 1,4 enfants. Donc ça veut dire que ça varie entre 0 et 2 pour arriver à peu près à ce 1,4. Donc, ça veut dire qu'il y aura de l'argent. On vit présentement un transfert, je pense, important, et la philanthropie doit prendre une place grâce à des interventions comme vous faites auprès de vos clients.
Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en ce qui concerne les dons de rire et de faire au décès, au Québec, parce que contrairement aux autres provinces, des fois, on lit où les donateurs vont sur les sites d'organismes pan-canadiens, bien, nous, on a une situation particulière avec notre Code civil comparativement au common law. Donc, il va falloir, s'ils veulent faire un don d'un rire ou d'un faire, de prévoir, avec l'aide du testament, les dispositions nécessaires pour pouvoir réaliser. Parce que je ne peux pas l'indiquer comme tel, je ne peux pas mettre un organisme de charité là, dans mon contrat là, de rire ou de faire. Donc, c'est une chose particulière au Québec. Et puis, l'autre don aussi qui est très populaire, vous avez parlé tout à l'heure des assurances. Donc, oui, on peut souscrire des assurances pour permettre à nos enfants d'avoir un patrimoine plus important et bénéficier là, d'une somme additionnelle. Mais le don d'assurance vie peut aussi être utilisé dans le cadre de la philanthropie. Puis il y a différentes façons. Et dépendant de la façon dont je vais utiliser, les avantages vont être, bien entendu, différents. Donc, si je souscris une nouvelle police d'assurance vie et que je la donne, c'est-à-dire que je donne la propriété de ma police et que je nomme aussi, bien entendu, l'organisme qui en est le propriétaire, le bénéficiaire, bien, à ce moment-là, les primes que je vais payer, bien, c'est comme des dons. Donc, si je paye 1 000 de primes par année pour une assurance de 25 000, 50 000, en tout cas de différents selon les clauses de la compagnie d'assurance, bien, j'aurai un reçu pour don de 1 000 $. Donc, ça va m'avoir coûté net 500 $ dans l'année pour mes primes pour assurer. Donc, ça, c'est quand je transfère. Si vous avez une police d'assurance vie déjà existante, vous pouvez aussi transférer à ce moment-là la propriété et nommer l'organisme bénéficiaire de cette police. Il faut toujours faire attention, cependant, parce que la valeur de rachat, moins le coût de base rajusté, va être considéré comme étant un revenu. En tout cas, je n'entrerai pas plus dans cet aspect fiscal, mais ça, je pense que c'est un rôle que monsieur et ses collègues peuvent vous guider et dans ce sens-là. Mais les gens recevront parce qu'il y a une valeur marchande dans une police déjà existante. Donc, ils recevront pour la valeur marchande et non pas pour le coût de base rajusté. Donc, ça devient intéressant. L'autre chose aussi... Petit point là-dessus, effectivement, il y a une évaluation à faire là, au niveau de la police d'assurance. Elle est déjà existante. Là. Il y a une évaluation. Et là aussi, c'est important de le mentionner puis d'amener les gens à y penser parce que... souvent, quand on fait dans notre pratique, on fait une réévaluation des besoins d'assurance, tout ça, les besoins évoluent. Oui. Puis, on se dit, cette police-là, maintenant, elle est inutile, on peut l'annuler. Et c'est là que peut-être on peut allumer une lumière et dire, ouais, mais peut-être qu'il y aurait autre chose à faire avec cette police d'assurance-là. Là. Fait que ça aussi, on a un rôle important à jouer là-dedans, là, puis il faut surtout y penser quand on fait notre travail et on fait notre analyse. Là. Puis il y a deux choses encore, je dirais. Une autre chose d'utilisation de l'assurance vie qui est encore plus facile, c'est de dire, là, moi, je veux pas la donner complètement, qu'est-ce que je peux faire? Bien, je peux toujours appeler mon planificateur, mon conseiller financier, la compagnie d'assurance, si je l'ai pris avec un agent, et dire, écoutez, là, moi, je change mes bénéficiaires. Maintenant, la fondation XYZ va être à 10 % le bénéficiaire. Ça, là, ça prend pas beaucoup de temps. Puis ça ne coûte pas tellement cher, parce qu'on va vous envoyer des papiers, vous les signez, puis oups, le tour est joué. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent être faites. Dans ce cas-là, contrairement aux deux autres cas que je vous ai nommés, bien, il n'y aura par contre pas, c'est considéré comme étant un legs. Donc, il n'y aura pas de reçu pour don du vivant. Mais par contre, les héritiers, le liquidateur recevra là, un reçu pour don qui va permettre de diminuer l'impôt et donc d'en donner un peu plus aux héritiers par le fait même. Justement, Alors, est-ce qu'il y a un montant minimum pour faire un don planifié? Encore là, ça dépend toujours parce que il y a aussi les dons de titres cotés en bourse, qui, eux, sont très intéressants parce que le don de titres cotés en bourse
exempte, en quelque sorte, là, la personne qui les donne de l'impôt à payer sur le gain en capital. Bon, en plus de recevoir un reçu pour la valeur marchande. Donc, ça devient drôlement intéressant. Bon, je verrais mal quelqu'un faire un don d'action pour 250 $. Hein? Bon, alors, il y a des choses comme ça qui peuvent s'imposer. Je verrais mal quelqu'un souscrire une police d'assurance vie pour 1 000 $. Je ne sais même pas, peut-être que ça ne se vend même pas, une police d'assurance vie de ce montant-là. Donc, dépendant du type, il y a des choses comme ça. Maintenant, c'est à chaque fondation d'établir ses critères. Est-ce qu'elle va demander des transferts d'actions à partir de 1 000, 2 000, 3 000? Bon, c'est à elle de voir. Et ça varie d'un à l'autre. Mais toutes les fondations vous diront la même chose. Des petits dons, ça n'existe pas. C'est vrai. Et ça, c'est intéressant aussi, hein, parce que quand on fait un don en titre comme ça, il n'y a pas de déboursé. Donc, ça ne touche pas nécessairement aux liquidités immédiates là, des gens ou des donateurs, dans le fond. Fait que je trouve ça intéressant dans ce sens-là aussi. Puis au niveau fiscal, bien, il y a des avantages importants aussi à le faire, là. Et c'est quoi peut-être la plus-value pour une fondation? Est-ce que vous avez été témoin de Ah, bons mon gestes? Dieu, c'est énorme, énorme. Puis je vais vous donner un bel exemple. Hein. Tout le monde se souvient encore du COVID, on en entend encore parler. Oui. Alors, je peux vous dire une chose, que toutes les organisations qui avaient déjà un programme en place de dons planifiés bien rodé, hein, il n'y en a pas des milliers là, au Québec, mais ceux qui l'avaient, j'en ai en tête que je nommerai pas, eh bien, je peux vous dire qu'ils ont passé plus allègrement à travers la période COVID, parce que ils avaient d'autres sources de revenus. Puis je pense que s'il y a une chose que la COVID a appris aux fondations, aux organismes de charité, c'est de diversifier leurs sources de revenus. Quand je n'ai que les événements, ceux qui avaient que les événements, ils se sont trouvés un petit peu mal, je dirais, organisés. Puis, quand on a un programme de non planifié, on envoie le message aussi aux donateurs qu'on est bien organisé, qu'on va avoir un avenir. Et ça, je pense que c'est important aussi. Donc, ça assure une pérennité à l'organisation par les dons différés. Donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Puis le COVID est venu nous le démontrer. Et je trouve ça intéressant aussi d'entrer dans une autre source, finalement, d'alimentation, si je peux dire ça, des fondations qui est, justement, les conseillers financiers puis les gens de la finance là, qui font de la planification financière. C'est une super belle source là, pour les fondations. Puis j'espère que ça va se développer davantage parce que je sens pas que c'est encore tellement, tellement développé, ce volet-là. Puis, si vous me permettez aussi, c'est qu'on parlait de mythes, hein? Les mythes des donateurs avaient des mythes, mais il y a des organismes de charité qui ont aussi des mythes, hein? Et un des mythes, c'est « Ah, non, je ne me lancerai pas, moi, dans les dons planifiés parce que ça va faire en sorte de cannibaliser mes dons annuels. Donc, je ne ferai pas ça. » Au contraire, toutes les études qui ont été faites ont démontré que les gens qui, exemple, nommaient un organisme dans leur testament, ça avait comme un effet d'augmenter les dons annuels. Puis c'est normal. Qu'est-ce que je mets dans mon testament? Les gens que j'aime. Donc, si on aime une cause, puis qu'on l'inscrit au testament, on vient de prendre conscience que cette cause-là, elle est vraiment importante. C'est comme un membre de la famille. Puis, dans ce temps-là, on a envie d'être plus généreux envers les gens qu'on aime. Voilà. Puis on commence par où? Quelle démarche là, on doit entreprendre pour effectuer un don planifié? Moi, je peux peut-être... Oui, allez-y. C'est que pour planifier... Bon, il y a deux notions, hein, on le dit depuis le début, le don et la planification. Donc, pour le don, c'est la même démarche que pour tous les autres dons. C'est de s'informer. Est-ce que les objectifs, est-ce que la mission de l'organisation auquel je vais donner correspond à mes valeurs, à ce que je souhaite? Est-ce que les projets, ce sont des projets qui m'allument? Alors ça, c'est la première chose à faire. Puis de vérifier si l'organisme accepte des dons par action. Est-ce qu'ils sont organisés pour gérer tel type de dons? Parce que là, on n'en a nommé que quelques-uns, mais il y en a comme beaucoup aussi d'autres. Et il faut vraiment s'informer. Puis la deuxième étape, c'est de se tourner vers notre planificateur, notre conseiller, notre comptable, notre fiscaliste, dépendant qui est le professionnel, pour voir avec eux quelle est la
bonne façon, la meilleure façon de le faire. Voilà. Et ce que j'allais dire en complément de ce que disait de ce que dit Mme Gontier, bien évidemment, notre rôle à nous, c'est l'accompagnement. Donc, c'est d'accompagner ces membres-là avec leurs décisions, avec leurs propres valeurs, puis de mettre les bons intervenants ensemble pour que tout ça se réalise puis se concrétise, là. Ben, un immense merci, Jocelyne Gontier, François Baudouin, d'avoir partagé ces informations avec nous dans Parle-moi donc. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous invite aussi à visiter notre site web fondationsanté.com pour, écouter le podcast et vous abonner aussi à notre infolettre. Un gros merci. Merci. Merci.